Bien, mais bonjour, bienvenue à ce séminaire qui est organisé par le CRIFP et la chaire de recherche du Canada sur les politiques éducatives. Donc nous avons le plaisir d'accueillir Yves Duterre, qui est professeur de sociologie de l'éducation à l'université de Nantes, qui est aussi co-directeur du centre de recherche en éducation de cette même université. Yves Duterre a écrit de très nombreux ouvrages et de très nombreux articles sur à la fois le fonctionnement des écoles, sur les politiques éducatives, notamment françaises. Et je n'en citerai qu'un seul, il a en 2015 publié un livre qui s'appelle « Le leadership éducatif entre défis et fiction » avec nos collègues Guy Pelletier et Monica Gatter-Turler. C'est paru donc chez The Book, et je pense que ce thème va sans doute faire écho à la présentation qu'il nous fait aujourd'hui, donc qui porte sur les modèles contemporains de légitimité des cadres éducatifs français. Pas seulement. Mais pas seulement, mais je ne crois que c'est plus sur le transparent, alors je m'inquiétais un peu. Oui, voilà, je l'ai oublié. Donc, Yves, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation, et la parole est à toi. Voilà, effectivement, mais pas seulement, parce que je serais amené à évoquer, alors en filigrane ou de manière plus explicite, et puis ça viendra peut-être dans les questions que vous voudrez bien me poser, d'autres systèmes éducatifs que le système éducatif français, même si ici, le cas que j'ai présenté est un cas clairement français, mais qui doit faire écho à d'autres cas, puisque les évolutions que j'ai signalées s'inscrivent dans un mouvement un peu international. Je m'appuierai sur un ensemble de recherches que j'ai pu mener avec mes collègues, mais aussi sur des synthèses que nous avons faites récemment avec ma collègue Hélène Buisson-Fenet dans le cadre d'un dossier de la revue Recherche et Formation qui est paru il y a quelques mois alors, qui s'intitule, titre définitif, Les cadres de l'éducation, parce que la revue voulait quelque chose de court, mais au départ, nous, notre titre était bien plus compliqué. On aurait bien aimé qu'il laisse au moins en Europe, parce que l'ambition, c'était de faire une sorte de panorama et de comparer ce qui se passait dans différents systèmes. Donc, moi, je ferai plus particulièrement référence à mon travail qui a porté sur les cadres éducatifs français, les chefs d'établissement du secondaire dont je parais en y insistant plutôt aujourd'hui, mais je signalerai qu'en fait, ils ont été les premiers d'une série et que le mouvement que j'évoque touche l'ensemble de ces cadres éducatifs, et je préciserai même de cadres éducatifs locaux, territoriaux, intermédiaires. Cadre, c'est une expression un peu franco-française, on pourrait dire aussi responsable, tout simplement. Mais le passage justement au terme de cadre est important parce qu'en France, il renvoie plutôt au monde du privé. Or, ces responsables sont des gens du public, et le fait qu'on ait commencé à parler d'eux comme cadres et qu'eux-mêmes se soient revendiqués comme cadres, ça a évidemment un sens. Donc, pour la France, l'histoire commence, mais c'est le cas pour pas mal de pays, en tout cas de pays du Nord, l'histoire commence avec ce mouvement de décentralisation qui court selon les pays des années 70 aux années 80 et ainsi de suite. Alors en France, eh bien, il y a des lois importantes au début des années 80 qui vont marquer un profond changement dans l'action publique en général, hein, et bien sûr dans l'action publique en éducation, avec une forte incidence sur le travail, le rôle et le statut même de ces cadres que j'évoquais, au premier rang desquels les directions des établissements scolaires. Je parais
dans la suite souvent de chef d'établissement, c'est l'expression traditionnelle pour les désigner en France. Hein, alors, sur cette forte insistance sur le rôle qui est donné dans le cadre de cette réforme au cadre éducatif, eh bien, ça renvoie ou ça souligne la confiance que la hiérarchie, les hauts responsables de l'éducation ont pu mettre en eux comme aiguillon des transformations du système. Et du reste, le changement de statut que j'évoquerai un peu plus loin du début des années 2000, qui les fait devenir personnel de direction, c'est un statut spécifique, j'en dirai quelques mots, c'est-à-dire que ça les détache complètement du corps enseignant dont ils sont issus, hein, alors qu'auparavant, ces directeurs, directrices d'établissement, c'était souvent des enseignants détachés dans un corps ou faisant fonction. Hein, et du reste, de ce point de vue, hein, il est intéressant de comparer d'un pays à l'autre comment on devient et à quel statut correspond le fait de diriger un établissement d'enseignement. Et il y a eu un changement en France hein, au tournant des années 2000, puisque depuis donc une quinzaine d'années maintenant, hein, c'est un corps spécifique, et quand on devient personnel de direction, on n'est plus enseignant. C'est comme une coupure. Donc, avant, ce n'était pas le cas. On restait enseignant, on pouvait revenir à l'enseignement, puis on restait souvent dans l'âme. Hein, et vous savez très bien qu'il y a des systèmes où, justement, eh bien, on ne peut diriger un établissement que sur une période donnée, et que c'est justement totalement volontaire le fait que quelqu'un qui dirige un établissement puisse revenir dans la classe à un moment de sa carrière. Par ailleurs, ces réformes, donc, et comme je disais, la forte délégation qui est faite à ces personnels de direction, ça les promeut comme des leaders, hein, mais des leaders au sens managérial du terme, hein, pour les nuances, je vous renvoie à l'ouvrage qu'évoquait Christian hein, sur le leadership éducatif, justement qui est un peu différent du leadership managérial, hein, avec derrière l'idée de quelqu'un qui est un super DRH, hein, en quelque sorte. Hein. Mais en même temps, hein, on attend d'eux qu'ils soient des porte-paroles, hein, c'est-à-dire qu'ils soient les représentants de leur établissement et de l'ensemble de ses acteurs. Hein, donc, vous voyez, des demandes qui sont peut-être pas forcément contradictoires, mais difficiles à articuler, hein, et puis extrêmement exigeantes. Alors, je le disais, hein, quand on accède au statut de personnel de direction, hein, eh bien, on se coupe désormais du corps enseignant dont on est le plus souvent issu. La plupart des directeurs et directrices d'établissement sont des anciens enseignants, et donc il est assez intéressant aussi là de comparer de ce point de vue d'un système à l'autre, hein, sur ce qu'on attend comme compétences professionnelles antérieures pour quelqu'un qui dirige un établissement. Et là, il y a des différences tout à fait significatives d'un système à l'autre, avec ce qu'on met derrière l'idée de diriger un établissement. Donc, en devenant personnel de direction, il se coupe symboliquement, mais plus que ça,
de ce monde pédagogique dont ils sont issus. Hein. C'est pour ça que je dis de plus en plus de managers, de moins en moins pédagogues. Hein. Ils n'enseignent plus et ils n'enseigneront plus. Et donc, au fur et à mesure des années, ils vont s'installer dans ce nouveau statut, ce nouveau corps, cette nouvelle culture, en oubliant parfois un petit peu celle d'où ils viennent, au point qu'ils vont se retrouver parfois avec des conflits, dans des conflits de légitimité, avec leur personnel et leur personnel enseignant, d'autant plus difficile à gérer qu'ils en viennent. Donc, comme je le disais, j'y reviens pas, c'est que cette focalisation sur les chefs d'établissement ne doit pas nous faire croire que ça ne renvoie pas à d'autres personnels cadres éducatifs, puisqu'en fait, ça a été les premiers en France pour qui on fait un peu sauter le pas, en quelque sorte, mais à la suite de cela, les responsables de l'enseignement primaire, et puis généralement tous les responsables locaux et territoriaux se sont trouvés assujettis au même type de régime, hein, que je vais détailler par la suite. Alors, quand même, la légitimité dans laquelle s'installent ces chefs d'établissement ou ces cadres éducatifs, elle est d'abord fondée, elle reste fondée sur une assise institutionnelle. Hein. Et donc, les mesures qui sont prises au début des années 2000 en la matière, hein, affirment un statut qui est garanti par l'institution. Hein. Et donc, il y a d'abord une reconnaissance institutionnelle de leur qualité de cadre, de personnel de direction, et donc de leader, en quelque sorte. Hein. Mais, je disais, des leaders au sens managérial du terme, ça veut dire qu'on ne peut pas se contenter d'un simple statut pour être reconnu des personnels que l'on dirige. Mais ce statut, c'est en quelque sorte quelque chose qui est indispensable, surtout dans un monde fortement hiérarchisé, pour que soit reconnu, au moins sur le papier, en quelque sorte, leur qualité de chef. Hein. Alors, c'est important parce que, je veux dire, pendant très longtemps, ces directions d'établissement, les chefs d'établissement, ils ont eu une faible reconnaissance. Hein. Et là, de ce point de vue-là, c'est très différent de ce qui peut se passer au Québec. Il n'y avait aucune formation spécifique pour eux. Et en fait, bon, je veux dire, on était un enseignant, ça s'inscrivait sur une liste d'aptitudes, et puis on devenait chef d'établissement. Ce n'était pas très difficile, d'ailleurs, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup qui avaient envie de le devenir, étant donné que ce n'était pas très bien payé. Et que ce n'était pas très bien considéré non plus. Hein. Les mauvaises langues disaient que devenaient chefs d'établissement souvent ceux qui n'arrivaient plus à se faire respecter des élèves dans leur classe. Hein. Mais bon, ce sont des mauvaises langues. Voilà. Donc il y avait cette histoire, puis il y avait de la part des enseignants un certain mépris que souligne l'expression qui était souvent employée par eux pour parler en fait de ceux qui étaient leurs ex-collègues, mais donc en quelque sorte des traîtres, hein, qui étaient passés de l'autre côté de la barrière, et qu'on appelait l'administration. Et l'administration, dans la tête des enseignants, hein, c'est quelque chose qui n'est pas très gratifiant, hein, c'est de l'ordre de tâches techniques, et puis ça n'a rien à voir avec du pédagogique. Hein. Voilà. Et donc, un enseignant doté d'un certain statut
en gros, il n'y avait pas grand-chose à faire de ce que pouvait penser de lui ou dire de lui celui qui était officiellement le chef d'établissement. Hein. Donc, en fait, une très faible autorité hiérarchique. Et ce qui change avec le nouveau statut, hein, à partir des années 2000, c'est que, justement, ces chefs deviennent officiellement les supérieurs hiérarchiques des enseignants, ce qu'ils n'étaient pas auparavant. Donc, c'est une fonction qui a souffert d'un déficit de reconnaissance et puis d'un certain isolement, parce qu'il n'y en a qu'un ou deux par établissement. Puis je dis, bon, c'est un peu rejeté par leur père. Il y en a quelques-uns qui arrivent à se faire des copains, des amis parmi les profs, mais c'est fondé sur, pas sur le respect dû à la fonction, mais plutôt sur des formes de convivialité, de sympathie, qui n'ont rien à voir avec la reconnaissance qu'ils vont chercher à acquérir par la suite. Hein. Et donc, les choses vont devoir changer parce que, d'abord, cette administration, c'est plus tout à fait celle que décrivent avec un peu de mépris les enseignants. Et puis, il y a d'autres exigences, notamment celle d'évolution du système et de gestion au niveau des unités locales dans l'autonomie qui a été accordée aux établissements, que l'on attend de ces personnels de direction. Et donc, ce qui va se passer, c'est que petit à petit, ces personnels de direction, hein, ils vont se mettre à réclamer un statut qui soit plus adapté aux charges qui, en fait, leur sont confiées, puisqu'il y a tout ce mouvement de localisation de l'administration de l'action publique qui fait que, on confie donc des tâches très lourdes d'animation du système éducatif, de mise en ordre de la politique éducative et une forme de responsabilisation des acteurs et plus spécifiquement des leaders locaux, hein, qui est complètement dans l'idée de la décentralisation qui a été mise en place donc, dans les années 80. Et donc ça remet fortement en question un fonctionnement traditionnel, puisque par exemple, on va passer d'un contrôle a priori, c'est le respect du règlement, la conformité aux règles, les bonnes pratiques, à une évaluation a posteriori, hein, qui, renvoie à une évaluation de ce qui a été effectivement fait. Hein. Et donc, les agents et, plus encore, les responsables locaux sont incités à prendre leurs responsabilités. Et pour ce qui est des chefs d'établissement, il se trouve souvent, dans le cadre de l'autonomie qui est confiée, qui est déléguée aux établissements, il se trouve à avoir à gérer des problèmes qui sont de plus en plus délicats, qui sont souvent des problèmes qui touchent au social, des problèmes de nature, je dirais, socio-politique, par rapport auxquels ils sont fortement démunis, alors que l'autonomie qui a été concédée aux établissements qu'ils dirigent, hein, les place en responsables, hein, au plein sens du terme, mais même responsables légaux de l'action qui est menée. Hein. Et ainsi, dans les années 90, il y a des procès qui sont faits à des chefs d'établissement. Il y a un cas emblématique, c'est celui d'un jeune qui, faisant un peu le fou en jouant au basket, s'accroche à un panneau. Malheureusement, il est un peu lourd. Le panneau se décroche, il tombe et il se tue. Et donc, c'est le chef d'établissement qui se trouve
poursuivis. Et donc, des problèmes de nature sociopolitique, c'est aussi eh bien, l'époque où apparaissent toutes les questions de port du voile, comme on dit à l'époque, hein, pour les jeunes filles musulmanes. Et on dit, bon, ben, ça, c'est au niveau local de régler ces questions et de trouver des arrangements, des compromis. Voilà. Donc, un alourdissement de responsabilité qui s'accompagne d'aucune reconnaissance, ni institutionnelle, ni financière, au point que, eh bien, il y a plus grand monde qui s'intéresse au métier et que le ministère se trouve face à un problème de difficulté de recrutement dans les années 90. Alors, il y a différentes solutions qui sont envisagées, dont celle d'élargir le vivier, de faire appel à d'autres que des ex-enseignants. Donc on élargit un peu à certains autres agents éducatifs que les enseignants, puis on veut même aller plus loin. En fait, ça remporte très peu de succès. Et donc l'autre solution, eh bien, c'est tout simplement, c'est d'ailleurs ce que réclament les chefs d'établissement qui sont très fortement mobilisés, une revalorisation de leur carrière, une augmentation de leur rémunération, un statut spécifique et puis des perspectives de développement de leur carrière. Alors que auparavant, eh bien, un enseignant devenait chef d'établissement et puis il bénéficiait d'une petite prime en quelque sorte comme chef d'établissement. Point final, il n'y avait pas véritablement de développement de carrière, tandis que là, on voit ça, on devient chef d'établissement plus tôt, et puis on voit ça dans une perspective de développement avec le passage justement, là, une labilité entre les différents cadres de l'éducation et différentes fonctions qu'ils peuvent remplir. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que j'ai insisté sur l'assise institutionnelle sur laquelle se construit la légitimité, mais cette légitimité, dans la mesure où on compte sur les qualités managériales de ces personnels de direction, c'est aussi une légitimité, je dirais, en acte. Et donc, on attend de ces personnels qu'ils adaptent leur forme d'action eh bien, à ce mouvement de décentralisation, de déconcentration qui s'est mis en place. Et donc là, vont par exemple se poser des questions de pouvoir au sein de l'établissement, de répartition des charges. Il y a d'ailleurs de plus en plus de charges et on attend du chef d'établissement qu'il délègue. Et puis, on attend de lui aussi, bien sûr, qu'il coordonne et aussi qu'il mobilise à l'interne. Alors, premier travail pour asseoir sa légitimité, c'est qu'elle soit reconnue à l'interne. Pour ça, il dispose de différents moyens, dont la possibilité de distribuer des responsabilités à ses collaborateurs, à condition que ceux-ci en veulent bien. Alors, il y en a qui sont tout à fait intéressés par cela, c'est ceux qui vont constituer la garde rapprochée, ce qu'on va appeler l'équipe de direction, dans l'esprit d'une espèce de direction un peu collégiale, ou les adjoints, la personne chargée de la gestion, la personne chargée de ce qu'on appelle en France la vie scolaire. Voilà, donc ce sont des gens qui ne sont pas officiellement des personnels de direction, mais qui vont trouver un intérêt à être associés à ce travail de transversal, si vous voulez, d'administration, de coordination. Donc le travail, je dirais, non pédagogique. Et puis, il y a tous les autres, au premier rang desquels les personnels enseignants, qui peut être confié un certain nombre de responsabilités, encore une fois à condition qu'ils veulent bien, avec toujours ce risque de dénonciation d'enseignants qui deviendraient les petits chefs et qui prendraient du pouvoir, parce que ça c'est très présent dans la culture enseignante, et je crois que là c'est pas seulement le cas en France, mais c'est particulièrement le cas en France. Et donc cette nécessité qu'il trouve intérêt à prendre ses responsabilités, à collaborer
avec le chef d'établissement pour l'établissement, hein, et donc ça les conduit à mettre en place des stratégies d'empowerment à destination de ces enseignants. Deuxième travail, hein, c'est le travail, hein, d'asseoir une reconnaissance à l'externe. Hein, et donc un partenariat à l'externe, donc asseoir sa légitimité à l'interne et à l'externe au-delà du statut institutionnel dont ils ont hérité, hein, parce que c'est vrai qu'avec la décentralisation, la plus grande autonomie des établissements, on compte beaucoup sur ces établissements pour constituer un peu des têtes de réseau d'un ensemble d'actions menées en faveur, pas seulement des élèves, mais des jeunes plus généralement. Alors donc, il y a d'abord des échanges avec les partenaires traditionnels, si on peut parler de partenaires, à savoir les services d'éducation, ce que j'appelle les services académiques, avec bien sûr quelque chose d'un peu ambigu, parce que c'est aussi les instances qui contrôlent, c'est la hiérarchie ancienne. Alors, en quelque sorte, on va les considérer comme des partenaires, pas des partenaires comme les autres, mais ce qui était intéressant, c'est des partenaires, et puis il y en a d'autres. Les autres partenaires qui sont plus externes, eh bien, c'est ceux vers qui on pousse de plus en plus les établissements à travailler, enfin, on pousse de plus en plus les établissements, et donc, avec leur chef d'établissement, à travailler avec des partenaires extérieurs, comme les collectivités politico-administratives, c'est-à-dire les régions, ce qu'on appelle les départements, les communes, qui ont un rôle de plus important à jouer dans l'établissement, puis qui sont aussi des financeurs de l'éducation, avec une montée en puissance de financements qui ne sont pas seulement les financements d'État, et puis aussi, et ça c'est la plus grande nouveauté, le milieu socio-économique. Hein. Et donc, on se retrouve avec des personnels de direction qui doivent se dégager d'un fonctionnement strictement bureaucratique pour avoir un fonctionnement qui est plus dans l'esprit du management, hein, où on va avoir des partenaires avec lesquels on négocie, avec lesquels on contractualise, avec lesquels on construit du réseau, hein, ce qui va les conduire, et parfois on le reproche, à faire tout un travail de lobbying pour faire valoir, hein, leur établissement et les demandes qui peuvent être faites. Hein. Donc, justement, ces personnels de direction vont être poussés à se construire des réseaux ou à entrer, plus exactement, avant tout, dans des réseaux externes à l'éducation. Hein. Ça veut dire participer à des événements ou à des réseaux dont, auparavant, le monde de l'éducation était absent. Être considéré en quelque sorte comme un manager, comme un notable, pouvoir aller être reçu à la mairie avec des chefs d'entreprise, inviter des chefs d'entreprise, être invité par des chefs d'entreprise, et ainsi de suite. Hein, j'aurais plein d'anecdotes, mais je n'ai pas le temps de vous raconter sur ce point. Hein, mais vraiment, dans les enquêtes qu'on a faites, on a vu combien, de ce point de vue-là, ça avait fortement évolué. Et donc, bien entendu, ça les amène à pénétrer dans un monde où ils vont s'engager avec une recherche d'efficacité. C'est pour justement pouvoir faire appel à ces gens après pour trouver certains financements, certaines aides, des stages pour leurs élèves et ainsi de suite. Mais où, bien entendu, il y a c'est un monde aux valeurs différentes, avec par exemple un sens de la justice qui est un peu différent de celui qu'il peut y avoir à l'école. Hein. Justice et efficacité peuvent se marier, mais ce n'est pas forcément la même sauce. Hein. Et puis, derrière ces arguments d'efficacité, on ne met pas forcément la même chose. Hein. Donc, selon la situation, selon le rôle qu'on occupe, selon sa fonction, hein, la légitimité attendue n'est pas forcément toujours la même. Hein. Et surtout, de ce point de vue, il y a une grande différence. J'en arrive là au dernier point que je vais aborder, une grande différence entre le monde dans lequel sont entrés ces
ces cadres, et là j'ai bien dire ces cadres, et le monde auquel continuent d'appartenir les personnels établissants, et tout spécifiquement les enseignants. Hein. Donc, par exemple, il y a une conscience de la part des personnels de direction d'un certain nombre de demandes qui sont faites aux établissements par rapport à la réussite de leurs élèves, hein, et qu'on affiche de plus en plus, qui sont des demandes de performance, hein, et qui sont naturellement très étrangères aux enseignants et à leur tradition. Alors, si on ne peut pas parler effectivement d'accountability pour le monde de l'éducation en France, justement, ces cadres, et c'est ça qui fait qu'ils sont en décalage par rapport aux autres personnels, c'est qu'ils sont entrés là-dedans, parce qu'eux, ils ont une obligation de résultat. Hein. On a changé leur statut, et quand ils prennent un poste, hein, il y a une négociation autour des objectifs qu'ils doivent atteindre, et la réussite ou l'échec dans ces objectifs sanctionnera leur carrière, dans un sens positif ou dans un sens négatif. Hein. Et donc, le développement de leur carrière est devenu possible, mais tout dépend de l'évaluation, du bilan des actions qu'ils ont menées. Ça, c'est pour les cadres. Et de ce point de vue, tous les cadres sont désormais logés à la même enseigne, hein, tout au long, à partir de 2000, petit à petit, tous ces cadres éducatifs vont être donc contractualisés, hein, non pas qu'ils aient un poste, oui, peut-être qu'il faut que je reste debout, hein, excusez-moi. Donc, ils vont se trouver amenés, hein, à avoir ce contrat d'objectif, en quelque sorte, ce contrat d'objectif qui est une sorte de déclinaison, hein, de la politique nationale, hein, d'objectifs sur le terrain qu'ils ont amené en conformité avec des incitations nationales, et puis en fonction bien sûr de l'établissement dans lequel ils se trouvent, hein, du territoire sur lequel ils agissent, hein, et ils doivent rendre compte de leur réussite ou de leurs échecs, et puis, comme j'y insistais, c'est ça qui va conditionner leur évolution de carrière, et c'est même ça qui va être le principal moteur de leur carrière, alors qu'avant, on était dans un monde qui fonctionnait à l'ancienneté, autant du côté des enseignants que du côté des personnels de direction. Que vous réussissiez, que vous échouez, sauf si vous faites de grosses bêtises, eh bien, au fur et à mesure des années, vous montez dans l'hiérarchie, mais de toute façon, vous ne montez pas beaucoup, donc ce n'est pas très grave. Hein. Et puis, en fait, la tâche qu'on vous confie, elle n'est pas tellement liée à la réussite dans les actions que vous menez, mais à vos antécédents, hein, et en particulier au diplôme que vous avez obtenu. Ce qui était très curieux, c'est que chez les chefs d'établissement français, plus vous aviez un diplôme élevé en tant qu'enseignant, plus vous pouviez diriger un gros établissement, et avec des niveaux de formation plus élevés. Vous voyez, donc, alors que, bon, je dirais, effectivement, ça n'a pas grand-chose à voir si on est un très bon agrégé d'allemand avec les compétences attendues pour diriger un grand établissement. Hein. Alors, il faut encore que les enseignants soient mobilisés sur les mêmes objectifs, parce que, bon, c'est d'abord eux qui font qu'un établissement... il marche pas à travers la réussite des élèves. Et donc, ça suppose une reconnaissance de la part de ces enseignants quelque sorte, du leadership de ces personnels de direction. Hein. Alors, je vous disais, par exemple, pour assurer leur leadership à l'externe, ces cadres sont amenés à faire un type de travail très preneur de temps qui n'est pas très visible au sein de l'établissement. Hein. C'est, je dis, ces réseaux qui construisent, cette négociation avec des partenaires, cette recherche de financement. Alors, quand ça marche, les personnels sont très contents à l'interne, mais on sait très bien que c'est très aléatoire et parfois ça ne marche pas. Et puis, quand le chef d'établissement, j'évoquais tout à l'heure, les cocktails où il va être invité, etc., bon, on peut facilement dénoncer et refuser l'idée que
ces cocktails, il va rencontrer des managers. Derrière, il y a tout un travail de réseautage qui correspond à ce qui est attendu dans leur fonction et par rapport à la redéfinition de la place d'un établissement dans son environnement. Hein. Et donc, j'insiste sur le fait, c'est que ça ne pourra marcher pour ce chef d'établissement que si il arrive à persuader ses enseignants qu'ils travaillent pour l'établissement et qu'ils travaillent en quelque sorte pour eux. Ça ne pourra marcher aussi que si on reconnaît que le travail qu'il mène est un travail complètement en lien avec le pédagogique et que donc le leadership qu'on attend de lui, que les autorités attendent de lui, c'est aussi un leadership de type pédagogique, c'est-à-dire celui qui va mettre en musique au niveau de l'établissement et donc articuler ce qui se fait dans les classes avec les élèves, avec ce qu'il fait par ailleurs avec les partenaires au niveau de la gestion, au niveau de l'administration. Hein. Le problème, on le voit bien, c'est que l'affirmation de ce leadership pédagogique est très clairement dans les textes qui définissent la fonction de ces personnels ces dernières années, hein, des animateurs pédagogiques. Par exemple, on met en place un conseil pédagogique, un conseil donc, des enseignants chargés de la concertation pour justement qu'est-ce qu'on va faire comme action pédagogique cohérente au niveau de l'établissement. C'est le chef d'établissement qui est le responsable de ce conseil pédagogique, qui le préside. Voilà. Et donc, c'est assez mal vu par les enseignants qui ont un peu de mal à reconnaître hein, la légitimité de ces personnels, d'autant plus qui se sont fortement éloignés du monde enseignant, comme je le signalais, en matière pédagogique, parce qu'ils ont en quelque sorte le sentiment qu'ils marchent sur leur territoire. Et on sait bien combien les enseignants sont attachés dans nos systèmes, en France c'est peut-être une caricature du genre, à cette autonomie pédagogique et à cette professionnalité qui est en fait liée à cette autonomie pédagogique. Hein. Donc, il y a un conflit potentiel entre les directions d'établissement et les enseignants, qui est de deux ordres. Au niveau de ce leadership pédagogique qui est revendiqué par les enseignants comme par les chefs d'établissement, hein, comme un marqueur essentiel de leur légitimité. Et puis, il y a ce conflit qui est encore peut-être plus fort, hein, mais qui est en fait complètement lié, hein, sur deux définitions du professionnalisme, l'une tenue par les enseignants, l'autre tenue par les cadres éducatifs. Hein. Du côté des cadres éducatifs, hein, un professionnalisme de responsabilisation hein, qui colle bien avec la politique éducative en la matière et ses évolutions autour de la recherche de résultats de performance. Hein. Donc, un professionnalisme préoccupé d'efficacité, de résultats mesurables, parce que je ne vous ai pas dit que, bien entendu, les contrats qu'ils signent, des objectifs, c'est avec des indicateurs. Hein. Faire baisser le nombre, le taux de redoublement, le taux de... etc. etc. Hein. Et donc, à côté de ça, un professionnalisme défini très différemment, hein, et auquel tiennent les enseignants, un professionnalisme autorégulé, hein, et donc centré sur la réflexivité critique, et de ce fait, un conflit, larvé ou pas du tout larvé, entre ces deux corps, une espèce de coupure de plus en plus grande
entre les uns et les autres. Hein. Donc, bon, vous aurez bien compris que, je veux dire, ces personnels, ces chefs d'établissement, ces cadres exercent un métier très différent de ce qui pouvait être autrefois. Ces évolutions qu'on a pu pointer en France, on les trouve à des degrés divers dans beaucoup d'autres pays. Ça dépend évidemment des antécédents et ça dépend d'un certain nombre de critères. Il y en a un qui est très important, je le disais tout à l'heure, c'est reste-t-il encore enseignant? Enseigne-t-il une partie de leur temps de service, comme ça peut être le cas en Allemagne? Peuvent-ils revenir à l'enseignement, comme ça peut être le cas en Allemagne? Ou au contraire, peuvent-ils ne jamais avoir été des enseignants, comme on peut le trouver dans certains pays anglo-saxons, avec des grandes différences? Alors, la France est un cas assez intéressant, assez particulier, et justement dans ces changements, c'est-à-dire que ce sont en majorité des ex-enseignants, mais qui, à un moment de leur carrière, et comme je disais, de plus en plus tôt, rompent, sont formés dans une école spécialisée à, en fait, un autre métier. Et donc, ça entraîne forcément, je veux dire, un gap, quoi, avec une forte distance culturelle entre les deux groupes professionnels, celui des cadres éducatifs et puis celui de ce que j'ai appelé des personnels de terrain, ceux qui sont en particulier dans le face-à-face avec les enseignants. Hein. Donc, on ne peut pas nier qu'il y a un certain gain de légitimité et de reconnaissance pour ces cadres, parce que, je veux dire, ça devient véritablement des professionnels de la responsabilité éducative, hein, et au contraire, hein, le contraste, c'est avec les enseignants. Là, il faudrait insister aussi sur ça, qui est un élément de crise, hein, dire le doute que peuvent avoir les enseignants eux-mêmes sur leur légitimité et sentiment que ces changements, hein, ils ont plus à y perdre qu'à y gagner. Hein, parce que la légitimité nouvelle qu'on leur propose à eux, c'est plutôt d'être au service de cette politique et de perdre une grande partie, hein, de leur autonomie, pour ne pas dire de leur liberté. Dans le Code de l'éducation français, l'expression liberté pédagogique, comme le rappellent souvent les enseignants, existe toujours. Hein. Et puis, il y a effectivement les comparaisons avec ce qui se passe ailleurs, avec cette crainte qu'ils peuvent avoir de voir évoluer leur statut avec une sorte de mise au pas, comme ça a pu se passer dans certains pays. Et singulièrement, l'Angleterre fournit souvent un bon contre-exemple, hein, ou un exemple de ce qu'il faut pas faire. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là parce qu'il est temps. Et puis, place aussi à vos questions. Merci beaucoup.